Et salut tout le monde, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler des municipales. On va pas forcément rentrer dans le détail de qui a dit quoi, qui a fait quoi, etc., etc. On va plutôt faire un point d'étape, essayer de comprendre dans l'ensemble ce qui s'est joué sur le premier tour. Je précise tout de suite, précaution d'usage. Évidemment, moi, je parle aujourd'hui, on est mardi. Il va y avoir des changements sur certaines infos, sur certaines alliances. Il va y avoir probablement pas mal de mouvements dans certaines grandes villes. Donc certaines infos que je vais vous donner aujourd'hui ne seront peut-être plus valables demain, mais ça ne change rien, je pense, aux grandes tendances qu'on va essayer de dessiner aujourd'hui. La première chose dont il faut qu'on parle, et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très peu évoqué ou vraiment pas assez dans le traitement de ces municipales médiatiquement, c'est la question de l'abstention. J'ai vu des gens qui se félicitaient même de la participation, dire non mais finalement ces municipales, il y a quand même pas mal de gens qui se sont déplacés, c'est pas si mal, et je vais être très honnête, pour moi c'est n'importe quoi de dire un truc pareil. La participation sur les municipales, elle est à 58,5%. Honnêtement, c'est pas ouf, c'est même très très peu. Alors oui, évidemment, on peut dire que c'est mieux qu'en 2020, puisque en 2020, c'était historiquement le score le plus bas jamais fait sur des municipales. Mais en réalité, si on regarde sur d'autres années, on se rend compte qu'on avait facilement des taux de participation au premier tour bien plus importants. En 2020, le taux de participation au premier tour, il était, je le rappelle, à 44,6%, donc c'était un record d'abstention all-time pour les municipales. Mais donc 2020, c'était aussi une élection qui avait lieu pendant le Covid. Et du coup, on aurait pu espérer qu'en 2026, les gens se mobiliseraient quand même un peu plus. Et du coup, 58,5%, ouais, c'est un peu mieux, mais ça reste pas ouf. Pour rappel, en 2014, la participation municipale était de 63,55%. Et globalement, si on regarde depuis 1945, 58,5%, c'est le deuxième taux de participation le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier bilan à faire, pour moi, c'est un bilan un peu d'échec démocratique, quoi. On est dans une démocratie où on sent que petit à petit, les gens s'éloignent du vote, et une démocratie où les gens ne votent pas, c'est une démocratie qui fondamentalement fonctionne mal. Alors il y a différentes raisons à ce non-vote, hein. On peut se poser la question, est-ce que c'est par exemple la faute au changement du mode de scrutin, ce qu'on abordera à la fin de la vidéo, mais peut-être que dans le premier stade, et la première question à poser, parce que c'est quand même quelque chose qui revient élection après élection, c'est d'abord tout simplement la question de l'abstentionniste pur et dur, c'est-à-dire vraiment la personne qui ne se déplace pas pour aller voter et qui choisit de le faire en disant voilà, moi je ne me reconnais pas dans ce scrutin pour X ou Y raison et j'ai pas envie d'y aller. En tout cas, quand on parle de ces gens-là, j'ai envie de me dire, est-ce qu'il faut continuer à culpabiliser les abstentionnistes? Moi, c'est une grosse question que je me pose. Est-ce qu'il serait pas temps de lâcher un peu la veste des abstentionnistes, parce que j'ai l'impression que la stratégie de la culpabilisation, elle ne fonctionne pas. Moi, ça fait des années qu'on me dit que les chiffres de l'abstention augmentent, et grosso modo, on s'est un peu trop habitué, mais effectivement, si on regarde les statistiques sur 40 ans, on se rend compte qu'effectivement, élection après élection, l'abstention, elle s'est installée et c'est devenu une partie prenante un peu du paysage politique français. Et du coup, la stratégie que je vois à chaque fois pour contrer ça, ça va être la culpabilisation hardcore des gens, en mode quoi, des gens se sont sacrifiés pour que tu aies le droit de vote, comment tu oses ne pas aller aux élections municipales, mettre ton petit bulletin, tu ne remplis pas ton devoir civique, vraiment des discours qui sont assez violents. On a même vu à la télé parfois des gens qui parlaient de rendre le vote obligatoire ou de punir le non-vote en interdisant aux gens de voter aux élections suivantes. Je me rappelle d'une sortie de Christophe Barbier à l'époque, alors je vous dis ça de tête à vérifier, mais qui racontait que pour lui, il aurait fallu un système où si tu vas pas voter au municipal, t'as pas le droit d'aller voter au présidentiel. Et pour moi, honnêtement, c'est prendre vraiment le problème complètement de travers, et c'est certainement, je crois, tout à fait contre-productif. L'abstention, pour moi, c'est avant tout une crise de la représentation. Peut-être que si les gens ils votent pas, en fait, c'est surtout que personne leur parle vraiment, qu'il y a personne qui s'intéresse à elles et eux, et que ça, à la fin, les gens, ils le savent et ils s'en rendent compte. C'est un peu Sylve Barbe dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Je ne suis du côté de personne parce que personne n'est du mien. En 2021, il y avait un sondage Ipsos Sopra Steria qui avait été fait sur les raisons de l'abstention aux élections régionales, et je trouve intéressant de reprendre ces chiffres-là parce que ça colle un peu avec les municipales, quoi. Ces petites élections où les gens se déplacent peu. Ça avait fait ressortir, je cite, qu'un abstentionniste sur 4 souhaitait manifester son mécontentement à l'égard des hommes politiques en général, qu'aucune liste ou candidat ne leur plaisait, ça c'était 23% des gens, qu'un abstentionniste sur 5 n'avait pas la tête à aller voter, avait d'autres préoccupations ou avait envie de faire autre chose, ça c'était 20%, et que 18% n'étaient tout simplement
pas intéressés par le scrutin. On voit bien ici que tous ces gens qui s'abstiennent, ce sont des gens que le jeu politique actuel, il a totalement laissé de côté. Ce sont des gens à qui on ne parle pas, à qui on ne propose rien. Et moi, je pense qu'au final, la politique, c'est convaincre. Mais comment est-ce qu'on peut convaincre les gens quand, à chaque élection, par exemple, on leur ment? Les gens, ils font l'expérience, élection après élection, de l'écart entre les promesses des politiciens et les promesses des programmes et la réalité de l'exécution de ces promesses une fois élus. C'est pas rien pour les gens qui ont, par exemple, voté Hollande en 2012 ou Macron en 2017 de réaliser ce qu'on a fait de leur vote. Faut pas croire que trahir en permanence les programmes, trahir en permanence sa parole, c'est sans conséquence sur la désillusion électorale. Pourquoi voter alors que je peux pas révoquer un type qui m'a menti et trahi? Pourquoi voter si je sais que le gars, en fait, il va toujours finir par retourner sa veste à la fin? Et on peut ajouter à ça le mépris de démocratie que les gens expérimentent de manière répétée. Il y a 1 120 000 personnes qui ont manifesté, par exemple, lors de la première manifestation contre la réforme des retraites. Il y a eu plusieurs manifestations à ce moment-là qui ont dépassé le million de participants à l'échelle nationale, selon la police. Donc c'était la plus grosse mobilisation depuis 30 ans, selon tous les chiffres qu'on a eus. Et personne n'a écouté. Macron a même appelé ça, je cite, une foule sans légitimité. On a, autre exemple, 2 millions de personnes qui ont signé une pétition contre la loi Duplon. C'était génial, hein, les gens se sont hyper mobilisés pour en parler. C'est du travail démocratique, c'est de la politique. Qu'est-ce que ça a donné? Bravo, vous avez 2 millions de signatures sur votre pétition, vous avez gagné un débat symbolique sans vote 6 mois plus tard à l'Assemblée, et évidemment, aucune abrogation. Donc, on sent que les gens se mobilisent. Les gens vont par exemple voter aux législatives et faire gagner au hasard le NFP. Qu'est-ce qu'ils voient derrière? On ne les écoute jamais, quoi. Qu'est-ce qui se passe après les législatives? Macron qui s'allie avec le RN et les Républicains pour se maintenir au pouvoir, puis le PS qui trahit le NFP pour maintenir la Macronie en place. Et qu'est-ce que ça donne comme sensation finalement? Une sensation de on se bat, on se mobilise, on se bouge et à chaque fois, on se fout de nos gueules, quoi. Donc, comment en vouloir aux gens de se lasser dans ces circonstances? Comment en vouloir aux gens de ne pas avoir envie de revenir jouer encore et encore le petit jeu alors qu'ils sont à chaque fois perdants quoi qu'il arrive? Et c'est d'autant plus vrai au local quand la gestion médiatique des élections, elle se focalise sur les petites phrases de tel ou tel politicien star, candidat dans une grosse ville, mais que les médias n'expliquent jamais clairement aux gens les enjeux structurels des élections, leur impact direct sur la vie des gens à leur échelle. Et je crois qu'il faut quand même être honnête, la politique en France, elle est très centralisée. On parle toujours du national, on parle beaucoup de Paris et voire quasiment que de Paris. Et c'est pas parce que 2 semaines avant les municipales, on dit aux gens d'aller voter en faisant semblant de s'intéresser à elles et eux que les gens, ils vont y croire. Donc pour moi, le premier constat de ces municipales, à mon sens, c'est qu'il y a une crise de la représentation politique, une crise qui fait que s'accentuer et que les dernières années de coups politiques et de stratégies court-termistes, elles ont creusé un fossé avec une part de l'électorat. Et ce fossé, il me semble qu'il devient de plus en plus difficile à combler. Deuxième constat, si on met de côté l'abstention et qu'on regarde les résultats, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur net. Grosso modo, on a vu les représentants de tous les partis dire qu'ils étaient très très contents et qu'ils avaient gagné. Ça, c'était un petit peu lunaire, hein. On avait tous ces chefs de parti qui passaient les uns après les autres sur BFM et si on les écoutait, tout le monde avait gagné, c'était un peu l'école des fans. Non, mais moi, mon parti, c'est fabuleux, résultat super, on est très très content. Mais en fait, si on se penche sur les résultats au cas par cas, la réalité, elle est quand même beaucoup plus nuancée. Ce qui ressort, en fait, c'est une très forte fragmentation au niveau de l'élection. Pas de vainqueur majoritaire net, mais plein de petites tendances qui partent un peu dans tous les sens. Ce qui est globalement la tendance électorale française depuis un certain nombre d'élections. Et donc, en gros, aucune formation politique peut vraiment dire aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné ou même prétendre avoir sorti son épingle du jeu et il y a très peu de chances que ça bouge avec les seconds tours. Alors on va faire un rapide tour d'horizon des résultats, mais je préviens tout de suite, on va pas non plus s'attarder trop dans le détail parce que je crois pas que ce soit le plus intéressant. On va commencer par le RN. Donc le RN continue à s'installer, pas d'immense victoire sur ces municipales, mais on va dire une implantation qui se confirme dans de nombreuses villes RN qui sont donc restées RN, comme Fréjus ou Perpignan, qui est donc la plus grande ville que le RN ait eu à gérer jusque-là.
Le RN et l'UDR, ils sont aussi en tête dans plus de 60 communes. En 2020, c'était 11. Donc on voit que la force électorale de l'extrême droite au local, elle a quand même nettement augmenté. Le RN, ils réussissent aussi quelques gros coups. Alors on peut noter déjà qu'à Nice, 5e ville de France, Éric Ciotti a une vraie chance de l'emporter. Alors je dis le RN est allié quand je dis Éric Ciotti, mais c'est surtout à Marseille que le choc a été le plus fort, puisque Franck Alicio, le candidat du RN, a obtenu un score équivalent à Benoît Payan, le maire socialiste. Clairement, une victoire à Marseille pour le RN, ce serait un tremblement de terre et un choc politique national. Marseille, c'est une ville qui symbolise le cosmopolitisme, c'est une ville d'accueil et de migration depuis la nuit des temps. La voir tomber à l'extrême droite, ce serait une catastrophe, et pour le RN, ce serait évidemment une immense victoire. Après, attention, c'est pas non plus fabuleux à l'échelle du territoire, on est quand même loin d'un raz-de-marée RN, mais ça démontre très largement que le vote extrême droite n'est plus du tout un vote de contestation, comme on le disait, à supposer qu'il ait été un vote de contestation réellement à une époque. C'est réellement un vote d'adhésion, et c'est exactement tout ce que Bardella voulait, pouvoir prouver que le RN a une implantation territoriale et des ressources locales, prouver que maintenant c'est un vrai parti de gouvernement soutenu par la population en vue des présidentielles. Et à ce titre, je pense qu'on peut considérer que le Rassemblement national a réussi son coup, ce qui explique, je crois, pourquoi le RN revendique ses municipales dès le premier tour comme étant déjà un succès. Côté centriste, que ce soit le Modem, Renaissance, Horizon, etc., ils étaient plutôt contents aussi. Moi, quand je suis allé voir leur réaction sur leur propre site et leur conférence de presse, grosso modo, ils revendiquaient tous, plus ou moins, non pas la victoire, mais une bonne élection qui s'était très bien passée selon leurs critères. Gabriel Attal, il a revendiqué donc une implantation territoriale qui se renforce. Il s'est même vanté d'avoir 100 maires Renaissance élus dès le premier tour. En réalité, évidemment, rien de fou, presque aucune grande ville et pas tant de communes. Mais en fait, les centristes, de toute façon, c'est globalement des partis qui manquent d'ancrage local, surtout Renaissance et Horizon, qui sont vraiment des partis présidentiels et c'est tout. Donc, ils savaient au fond qu'il y avait très 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 peu de chances de faire un gros coup, et ils se sont fondus dans des alliances avec le reste de la droite un peu partout. Le but, c'était vraiment de faire profil bas et surtout, je pense, d'éviter que toute élection, elle tourne en un affrontement majorité présidentielle versus le reste de la France. De leur point de vue aux macronistes, tant qu'ils peuvent dire on a gagné quelques villes et on gouverne avec une alliance de gens raisonnables, pour eux, c'est une win. Ce qui nous amène du coup à la gauche et donc à LFI. Beaucoup de commentateurs à la télé avaient parié sur une défaite retentissante de LFI, soi-disant la stratégie trop agressive de LFI allait se payer dans les urnes par un désaveu des Français. Alors, clairement, ça n'a pas du tout été le cas. LFI fait en réalité un assez bon score. Victoire nette à Saint-Denis, possibilité de victoire assez franche au second tour à Roubaix pour David Guiraud, de bons résultats à Toulouse, Lille et Limoges. On note aussi pas mal de villes où LFI passe devant le PS, et dans les villes où LFI est derrière le PS, les scores sont souvent assez gros pour démontrer que la gauche, elle peut pas vraiment prétendre exister sans LFI. Attention toutefois sur ces scores, c'est de bons scores, mais j'ai vu beaucoup de gens s'enflammer et reprendre la com de la France Insoumise, qui a raison de flex, ils ont tout à fait le droit, puisque eux, ils ont un second tour à défendre et que c'est un peu leur boulot de dire qu'ils sont les plus forts. J'ai vu par exemple Bompard dire que LFI avait, je cite, doublé, voire triplé son score par rapport à 2020. C'est vrai, mais en réalité, LFI n'a historiquement jamais été un parti très implanté localement, et donc ils avaient jusqu'ici jamais vraiment tenté des municipales sérieusement. Donc c'est forcément une nette progression en comparaison avec les années précédentes. Cela dit, dans un climat politique et médiatique nettement défavorable, où ils étaient un petit peu l'ennemi à abattre, et après une campagne médiatique assez violente, ça reste plutôt très encourageant de leur côté. Je pense que vous avez compris l'ambiance. On va peut-être pas se faire tous les partis parce que ça va être un peu à chaque fois la même chose. En gros, personne ne domine vraiment. Chaque parti revendique ses grandes villes, ses propres victoires, les petits trucs où symboliquement il a réussi à faire son coup. Et finalement, si tout le monde pense avoir gagné, c'est parce que l'enjeu de cette élection, en fait, il était profondément médiatique. Au final, la plupart des victoires pour les partis, elles sont surtout symboliques. En gros, avoir su garder ou avoir gagné telle ou telle grande ville, dont la prise, elle va être ensuite très commentée médiatiquement à l'échelle nationale. C'est par exemple Saint-Denis pour LFI, Perpignan et Marseille pour le RN, même si Marseille n'est pas encore gagné, le fait d'arriver au second tour pour eux, c'est déjà énorme. Paris et Lyon pour le PS, etc., etc. On sent qu'au fond, les municipales sont pas du tout vues comme un enjeu local, mais plutôt comme une occasion médiatique. Et du coup, on a en quelque sorte nationalisé les municipales pour que chaque parti puisse jouer un petit peu son image en vue de la présidentielle. En tout cas,
cas, c'est le ressenti qu'il y a après les résultats qui sont au final mitigés pour tout le monde. Donc cette élection, il faut la penser aussi comme ça, comme une grande répétition générale de la présidentielle. Alors pas forcément en termes d'électorat, hein. Par exemple le PS, ils vont faire de super scores au municipal parce que ils peuvent s'appuyer sur un ancrage local qui date de plusieurs décennies avec des bastions historiques forts et des élus locaux qui sont connus et habitués aux campagnes locales. Pour autant, sur des présidentielles, c'est un parti qui n'a absolument aucune chance pour 2027. Donc, ce qui se joue, c'est plutôt déjà montrer que quand on est un parti, qu'on a un parti crédible avec un soutien territorial réel et grosso modo, tous les partis ont à peu près réussi à faire ça. De jouer les tensions et négocier les places. En gros, en vue de 2027, ce qui est central maintenant au second tour des municipales, c'est les alliances et les consignes de vote, puisque c'est déjà un peu le théâtre de ce qu'on va pouvoir observer dans la présidentielle à venir. C'est là qu'on va voir qui va être un allié, qui va trahir, avec qui on peut se faire confiance et avec qui on ne peut pas. Au municipal, en gros, il y a deux options stratégiques après le premier tour. On va fusionner les listes. En gros, certains candidats d'une liste passent dans une autre. Soit on fait ça avec un programme commun, donc on va faire une fusion programmatique. En gros, on a deux listes qui étaient opposées au premier tour qui disent écoutez, on fait plus qu'une seule liste et on pose un même programme qui sera le programme qu'on défendra si on gagne. Soit on le fait, ce qu'on dit de manière technique, en gros, on fait juste barrage à une autre liste et après chacun fait sa vie, chacun aura quelques sièges au conseil municipal. Ça, c'est la première stratégie, qui est la stratégie de la fusion. Et la deuxième stratégie, c'est le désistement. Un candidat minoritaire qui serait qualifié au second tour décide de se retirer sans contrepartie pour permettre à un autre candidat d'une même mouvance ou d'une mouvance proche de gagner contre, par exemple, une opposition comme la droite ou l'extrême droite. Alors, LFI, il propose une stratégie de fusion des listes de gauche partout où la victoire n'est pas garantie à la gauche face à l'extrême droite. Manuel Bompard, il appelle les listes de gauche à constituer, je cite, un front antifasciste partout où la droite et l'extrême droite menacent de l'emporter. Attention cependant, il appelle à la fusion et pas au désistement. Pour lui, il faut que chaque liste qui a obtenu des votes soit représentée au second tour, ce qui est en fait, je pense, une assez bonne stratégie pour éviter de diviser les voix. C'est un choix qui semble plaire dans certaines zones, hein. C'est par exemple ce qui semble se dessiner à Lyon, entre l'Union de la gauche et des écologistes et LFI, ou encore à Toulouse où LFI est arrivé en tête mais tend la main pour faire une liste commune avec le reste de la gauche. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle a pour limite le bon sens et l'intelligence collective, on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe si la gauche majoritaire refuse d'écouter, comme c'est le cas par exemple à Marseille. À Marseille, on a l'ancien maire PS, Benoît Payan, qui a déposé sa liste immédiatement après le premier tour pour le second tour sans aucune négociation. Du coup, ça a mis le couteau sous la gorge de LFI, qui s'est retrouvé avec plus aucune autre possibilité que de se retirer pour faire barrage au RN, parce que rester en place, ça aurait été complètement irresponsable et ça risquait de donner Marseille à l'extrême droite, ce qui aurait été tout à fait impardonnable. Pareil à Paris, où la candidate PS a rejeté toute alliance avec LFI au second tour. Pour le coup, à Paris, sans dire que c'est OK, il y avait quand même moins de risques que la ville bascule immédiatement à l'extrême droite parce que l'avance, on va dire, du PS était plus nette qu'à Marseille, mais ça reste quand même un pari extrêmement risqué et ça met les électeurs dans une situation assez difficile. Au PS, après le second tour, le choix a été fait de se distancier de LFI. Olivier Faure a dit, je cite, « Il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça n'interdit pas les alliances, mais ça les rend pas systématiques non plus. En gros, c'est un peu du cas par cas. Dans certains cas, on accepte la fusion, donc comme à Lyon. Dans d'autres cas, on joue le rapport de force pour pousser LFI à se retirer, comme à Marseille et Paris. Le problème de cette stratégie, donc qui consiste à dire, en gros, je suis en tête, moi, je refuse la fusion et si vous vous retirez pas, tant pis, on va perdre et ce sera votre faute et il y aura l'extrême droite. C'est que c'est une stratégie extrêmement violente pour les électeurs du candidat forcé de se retirer. Ça revient à dire, on veut vos voix, mais pas vos idées et on vous écoutera jamais. Selon comment ça se passe, ça peut vraiment empêcher un report de voix. Par exemple, à Marseille, où le score est quand même relativement très serré entre le Parti socialiste et l'extrême droite et où les voix des militants LFI sont vraiment essentielles. Je trouve que c'est vraiment
hyper dangereux de jouer comme ça le rapport de force. Au fond, on sent que le but du PS est de continuer à afficher son visage raisonnable et de construire son capital politique avec son opposition avec LFI, en disant regardez, on n'est pas vraiment les alliés d'LFI, on marche pas main dans la main avec ce parti parce que dans les médias c'est le parti qui est traîné dans la boue et que j'imagine que au PS on croit avoir une chance présidentielle en jouant cette carte-là, mais dans les faits, concrètement, ça crée une espèce de fracture, surtout pour une grosse partie d'un électorat de gauche qui est encore sur les législatives et l'impression qu'il y a un front commun de la gauche ultra nécessaire avec la montée du fascisme et qui, dans ces moments-là, voit en face un parti socialiste qui, quand il est en position de force, dit nananananer, j'écoute personne, de toute façon j'ai gagné, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Ce qui est d'autant plus absurde que le Parti socialiste, depuis des mois, fait campagne pour une primaire de la gauche, en tout cas une partie du Parti socialiste fait campagne pour une primaire de la gauche et appelle soi-disant à une union de la gauche pour la présidentielle, alors qu'au moment des municipales où il faut faire union, il refuse de faire union et il refuse de marcher avec d'autres partis de gauche. Ce qui est quand même très gênant, quoi. Côté macroniste, on joue le centre, comme toujours, et on enterre le cordon sanitaire en opposant les extrêmes. Gabriel Attal a expliqué, je cite, « Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte, ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement national, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti. » Alors, on peut déjà se satisfaire qu'il ne s'allie pas avec l'extrême droite, c'est mieux que d'autres, mais en mettant dos à dos LFI et le RN, comme si c'était le même problème, au final, Attal casse le principe même du cordon sanitaire, qui est de dire oui, on a des désaccords, mais on est ensemble pour barrer la route aux fascistes qui mettent en péril la démocratie. Et au final, je trouve que Attal, et donc avec lui la Macronie et les centristes, participent à la banalisation du Rassemblement national en faisant un parti d'opposition indésirable comme un autre, on pourrait dire, et non pas un parti fasciste qui menace existentiellement l'existence même de la République française telle qu'on la connaît. Donc c'est déjà plutôt grave, mais c'est encore plus grave si on regarde ce qui se passe du côté de la droite, puisque la droite a poussé vraiment le bouchon. Retailleau, donc qui représente les Républicains, lui, il appelle à un cordon sanitaire uniquement anti-LFI. Il a dit, je cite, « La seule consigne que je donne ce soir, c'est aucune voix pour LFI, honte à ceux qui font cause commune avec un parti qui n'a rien de républicain. » Donc, tacitement, Retailleau, là, il encourage son électorat à aller voter pour l'extrême droite si elle est opposée à LFI, et il valide, sans le dire vraiment, des alliances de son propre parti avec l'extrême droite, comme par exemple à Reims, où les Républicains et le RN ont fusionné leurs listes. Donc ça confirme quelque chose qu'on constate depuis un certain temps, qui est ce glissement de la droite vers l'extrême droite. Mais tout de même, attention, il y a une petite subtilité qui s'est un peu produite dans la communication des Républicains, qui est un peu une particularité de la langue de bois politique actuelle. En gros, pour justifier la différence avec le RN, et surtout avec leur ancien ami Éric Ciotti, puisque je rappelle qu'Éric Ciotti faisait partie des Républicains, puis qu'il est parti pour fonder l'UDR, donc un parti qui est allié au Rassemblement national et donc il est complètement passé à l'extrême droite. Et en gros, les Républicains, pour essayer de se distancer et se séparer d'Éric Ciotti, ils continuent en façade de prétendre qu'ils sont pas toujours prêts à s'allier avec le RN. On a vu par exemple Gérard Larcher menacer de suspendre du parti ceux qui s'allieraient avec le RN. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait c'est une mise en scène politique tout simplement, et dans les faits les rapprochements ils sont un peu partout, comme à Nîmes, Colmar, Béziers, Bourg-en-Bresse, où des élus LR ont rejoint des listes d'extrême droite. Grosso modo, on va dans les médias à dire attention, on ne s'allie pas avec l'extrême droite, puis derrière on s'allie avec l'extrême droite. Ces alliances, elles reflètent la vision de l'électorat de droite. Selon un sondage Ipsos pour France Télévisions, 64% des personnes proches de LR sont favorables à des fusions RN-LR. Reste l'extrême droite, donc Bardella, il joue plutôt l'ambiguïté. D'un côté, il dit, je cite, « Quand nous sommes qualifiés au second tour, nous nous maintiendrons », et de l'autre, il ajoute que le RN tend la main aux listes de droite sincères. En gros, ça veut dire qu'ils acceptent les fusions qui leur sont favorables, mais qui veulent pas non plus se mettre en position de demandeurs d'alliance si personne leur tend franchement la main. Je pense qu'ils auraient peut-être espéré que LR vienne beaucoup plus franchement dire allez go, on fait barrage à la gauche avec le Rassemblement national. Comme c'est pas le cas, pour garder une stature, une forme de dignité politique, on va dire, ils préfèrent jouer l'ambiguïté en disant non, on se maintient partout. Et en fait, factuellement, ils vont se retirer pour favoriser la droite à certains endroits, ils vont faire accepter certaines fusions, et globalement, ils sont assez contents
du côté du Rassemblement national, d'être enfin sorti de la case des pestiférés et de voir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à se compromettre avec des fascistes et à marcher avec eux, ce qui est évidemment très inquiétant. Reste un dernier point, et on finira sur ça. Dans 68% des communes, soit les 2 tiers des communes françaises, on connaissait le nom du maire avant même le premier tour de l'élection. Tout simplement parce que dans 23 679 communes françaises, il n'y a eu qu'une seule liste candidate pour les élections municipales 2026. Je rappelle que selon le ministère de l'Intérieur, la France, c'est 34 875 communes. Ça veut donc dire que dans 23 679 communes sur 34 875, il n'y a eu qu'une parodie d'élection. Je le redis, c'est les 2 tiers des communes françaises. En gros, dans ces communes, les gens, ils n'avaient qu'une seule liste pour laquelle voter, et cette liste obtenait automatiquement la majorité absolue à partir du moment où un seul vote était exprimé. Un vote et c'était gagné. Et ça, c'est la première fois que ça arrive à une telle ampleur en raison d'un changement du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu chiant, mais en gros, au municipal, on n'élit pas un candidat, mais on élit une équipe complète. Pour présenter une liste, il faut donc réunir autant de candidats que de sièges au conseil municipal. Ces sièges, ils sont fixés en fonction de la taille de la commune. Par exemple, pour une commune de 500 à 1499 habitants, il va falloir trouver 15 personnes. Et trouver 15 personnes pour s'emmerder au conseil municipal dans une ville de 500 personnes, c'est évidemment plutôt compliqué. Donc avant, dans les petites communes de moins de 1000 habitants, on pouvait présenter des listes incomplètes au municipal. Et c'était des listes qui respectaient pas forcément un autre critère important normalement dans les élections municipales, la parité. Alors que pour les listes au-dessus, c'était obligatoire. Ça, c'était lié au trop faible nombre d'habitants qui rend forcément très difficile la possibilité de constituer une liste complète de base dans une petite ville. C'est simple, moins il y a de gens, plus c'est difficile de trouver quelqu'un à mettre avec soi sur la liste. Donc on laissait les gens présenter des listes incomplètes et donc des listes aussi non paritaires. C'était assez fonctionnel parce que ça résolvait le problème du nombre de gens, mais ça posait donc une autre question. On avait vraiment très très peu de femmes dans les conseils municipaux. Dans ces villes-là, en tout cas, selon Public Sénat, avant la réforme, les femmes dans les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants, c'était que 37% contre 48% dans les autres communes. Donc la question de favoriser la parité, elle a été soulevée, et à raison, et une loi a été proposée par la Macronie. Et on va pas se mentir, les macronistes, ils se sont pas cassés la tête. En gros, ils ont mis en place le même mode de scrutin dans les petites villes qu'ailleurs, dans les villes plus grandes. Donc, plus de listes incomplètes et la parité obligatoire. Et voilà, pour eux, le problème était résolu, c'était facile. Tout était réglé dans la tête des macronistes. Et c'est donc comme ça qu'on se retrouve avec 68% des communes qui n'ont qu'une seule liste et pas d'élection. Tout simplement parce que dans les petites villes, c'est beaucoup trop difficile de faire une liste complète. Alors faire 2 listes complètes, c'est tout simplement impossible. Encore plus en respectant la parité. Alors attention, je le redis, moi la parité en politique, je suis pour et je trouve ça très bien, mais je pense que si on fait le bilan de ces municipales, la manière dont la Macronie a mis ça en place, ça ne fonctionne tout simplement pas. Sans abandonner la parité, il aurait fallu trouver un système qui n'empêche pas 68% des communes d'aller voter, d'avoir du débat démocratique à leur échelle. Parce que oui, le problème des listes uniques, c'est évidemment l'abstention. Je cite la députée communiste Cécile Cukierman, qui s'était opposée à la loi pour changer le mode de scrutin des municipales, donc à la loi proposée par les macronistes. Elle disait « Ma crainte aujourd'hui, c'est le taux de participation. C'est ce qui est exprimé par les maires et ce que j'ai ressenti avec eux. Les gens diront « à quoi bon aller voter car nous n'avons qu'une seule liste cette fois ?» Et effectivement, c'est une mort de la démocratie à petite échelle, en fait, cette loi. D'un coup, autour des municipales, il n'y a plus de campagne électorale, donc pas de discussion politique sur ce qui se passe dans nos communes à l'échelle locale, donc pas possible de confronter des idées et des visions. C'est complètement décourageant, ça exclut énormément de gens du jeu politique, tout simplement parce que de la politique, chez eux, il n'y en a plus. Évidemment, les communes les plus touchées, c'est aussi celles les plus abandonnées de la politique nationale, et ça creuse un fossé énorme entre toute une partie de la population et ses représentants. Donc je le redis, si la réforme était nécessaire du point de vue de la parité, on peut dire au vu des résultats que l'élection a été catastrophique et il me semble qu'il faudra vraiment poser le sujet sur la table avant les prochaines municipales pour éviter qu'un jour, pour plein de gens, ces élections-là, elles n'aient plus aucun sens. Et je vais terminer sur ça, j'en profite aussi pour dire que si vous avez la chance d'être dans une commune qui peut voter et qui a même droit à un second tour, allez voter dimanche s'il vous plaît, faites-le pour celles et ceux qui peuvent pas, ça nous fera plaisir.